et merci de nous rejoindre dans Vision sur Canal Algérie. Vous le savez, un premier draft, un premier brouillon de la révision du code électoral a été soumis à débat et enrichissement, et ce depuis bientôt 2 semaines auprès des partis politiques. Un avant-projet de loi censé avant tout réconcilier les Algériens avec l'acte de voter tout simplement, et leur redonner confiance pour prendre part au jeu électoral qui doit refaçonner le paysage politique du pays. Une loi qui devra garantir ainsi des élections transparentes, traduisant la volonté du peuple, amorcer une rupture sèche et définitive avec les pratiques, voire les dérives du passé, et asseoir des institutions démocratiques crédibles et représentatives des sensibilités politiques de notre pays. Pour en parler, nous recevons ce soir M. Béchir Yelles Chaouish, professeur en droit constitutionnel à l'Université d'Oran 2. Vous faites partie, M. Yelles Chaouish, de la commission nationale chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors on va commencer par une question un petit peu générale parce que on retrouve dans les principes fondamentaux en première page de la mouture de révision du code électoral cet article premier qui dit concrétiser la démocratie, l'alternance au pouvoir, la moralisation de la vie politique et rendre effective la participation surtout des citoyens et de la société civile, notamment les jeunes et les femmes à la vie politique. Alors on le sait, le taux de participation aux dernières consultation, par exemple référendaire sur la Constitution, a été relativement faible, moins de 24%. C'est la première fois de l'histoire du pays d'ailleurs qu'il est assumé, ce taux de participation. Il est sans doute révélateur ou il est le résultat de 30 ans de désillusion, de rendez-vous démocratiques manqués. L'Algérien ne croit plus en l'urne. Il a le sentiment, voire la certitude, de voir sa voix détournée. Est-ce que ce code électoral donne selon vous des garanties et lesquelles pour redonner confiance aux Algériens? Justement, tout l'objectif de la nouvelle constitution, puis sa concrétisation par cet avant-projet de loi électorale, justement, c'est d'arriver à regagner l'électeur à ce qu'il intègre de nouveau le processus électoral. C'est justement redonner du crédit. Donc toute la démarche qui a été effectuée et qui a commencé avec la Constitution de 2020, qui se poursuit actuellement avec cette loi. C'est un ensemble, hein. C'est un ensemble. Imbriqué, en fait. C'est un ensemble, c'est imbriqué. Et je pense que c'est pour cette raison-là que c'est à peu près la même commission qui travaille actuellement dans le même esprit. Justement, c'est pour travailler dans le même esprit. Et l'objectif de cette loi, d'abord, a été tracé par... Ce projet a été effectué selon les orientations de M. le Président de la République. Oui. Ces orientations, c'est quoi? C'est justement essayer de trouver les mécanismes pour libérer l'électeur de l'emprise des pratiques politiques qui existaient sous la forme de quotas. Libérer également le processus électoral et l'électeur de l'emprise des forces de l'argent. Parce qu'on a commencé à constater que l'argent commençait à jouer un rôle très important en matière électorale. Et il fallait trouver également les mécanismes pour protéger, pour justement séparer le maximum possible l'argent du processus électoral. Et comment intégrer les jeunes dans ce processus électoral? Intégrer les jeunes, ça veut dire quoi? C'est renouveler la classe politique. Oui. Renouveler la classe politique. Donc et à travers les jeunes, réintégrer également la société civile. Donc on aura l'occasion peut-être justement traiter de ces points. Alors justement, vous le dites, des listes électorales sans classement des candidats, réduction du nombre de parrainages des sièges à l'APN ou aux assemblées locales, baisse du seuil de 4% des suffrages exprimés lors des élections précédentes exigées aux partis politiques. Alors, vous avez reçu les contributions ou les propositions de 48 partis à ce jour, c'est bien cela? Donc pour participer à la révision du régime électoral. Certains ont vivement critiqué les amendements apportés par votre commission, parlant pêle-mêle de discrimination, d'incohérence, voire de dispositions anticonstitutionnelles, tandis que d'autres affirment que cette mouture n'apporte rien de nouveau finalement. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques aujourd'hui? Il y a beaucoup de questions dans cette question. Allez-y, vous avez le temps de répondre.
D'abord, on est très heureux d'avoir accueilli autant de contributions, même ceux qui apportent des critiques, ça les regarde. Donc avoir 48 partis seulement, qui donnent leur point de vue, qui font des propositions, c'est une chose quand même qui nous satisfait. Maintenant, ces propositions, on ne peut pas les examiner même parce qu'on n'a pas terminé l'examen de ces propositions. Mais ce qu'on peut dire à travers ce qui existe dans la presse écrite, à travers les plateaux, les débats qui se poursuivent jusqu'à ce on les écoute avec beaucoup d'attention parce que ça nous enrichit. Parce qu'il faut partir aussi d'une idée bien précise. Ce qu'on propose, c'est un brouillon. Ce n'est pas un projet de texte. Ce n'est pas des propositions qui sont définitivement arrêtées. Et ça n'appartient pas à la commission de le faire. Oui. Donc là, on ouvre un débat. Et ceux qui se contentent peut-être d'apporter des critiques uniquement, ça ne sert absolument à rien. Ce qu'on attend, nous, en tant que... c'est des propositions concrètes. Voilà, on dit à tout le monde, voilà ce qu'on propose. Quelles sont vos propositions? À ce moment-là, elles seront examinées et elles seront transmises à qui de droit. À qui de droit. Voilà. Maintenant... Qu'est-ce que vous avez reçu comme proposition globalement Elles concernent quoi finalement ces propositions des partis politiques? Les propositions qui sont... On ne les a pas examinées toutes. Vous en permettez majorité. de dire, parce qu'il y a 48. Parce que il y a bien des dispositions plus importantes que d'autres. Je vais vous dire comment on travaille. Oui. Ce n'est pas un secret. Parce qu'il faut examiner chaque dossier à part, essayer donc de reprendre toutes les propositions article par article, donc faire en quelque sorte un inventaire complet de ce qui a été proposé. C'est par la suite qu'on va effectuer. Mais Monsieur El-Chaouch, il y a bien des dispositions plus importantes que d'autres qui intéressent les partis politiques Les propositions, généralement, je parlerai de ce que moi j'ai vu. Oui. C'est à peu près ce qui existe, ce qui est publié dans la presse. C'est à peu près ce qui est publié. C'est-à-dire ? C'est les 4%, oui. C'est le nombre de signatures, c'est le mode de scrutin, c'est le parrainage, c'est la parité homme-femme. Donc comment vous évaluez ces observations ? Comment vous évaluez ces observations ? Est-ce qu'il y aura est-ce que vous allez maintenir vos dispositions telles qu'elles sont présentées aujourd'hui ? C'est pas à nous de maintenir. On n'est pas législateur. Oui. On n'est pas législateur. C'est pas à nous de maintenir. C'est à nous de les examiner, de les étudier et peut-être d'apporter des appréciations et de transmettre à qui de droit. On n'est pas législateur, c'est ça. Il ne faut pas nous incomber la responsabilité. Nous, on fait des propositions. On a fait des propositions et ces propositions, elles sont soumises aux partis politiques selon le vœu de Monsieur le Président de la République. Oui. C'est à eux de nous transmettre. Mais je vous ai dit, ce qui est proposé, c'est à peu près ce qui est proposé sur la scène médiatique. C'est tout ce qui est proposé, vous les avez soulevés vous-même. Alors, on va justement en détailler quelques-unes. Oui. On parle donc aujourd'hui d'un nouveau mode de scrutin établi à travers cet article, précisément le 167. Les membres des assemblées populaires communales et de wilaya sont élus pour un mandat de 5 ans au scrutin de liste ouverte à la représentation proportionnelle. C'est ce que vous proposez avec vote préférentiel sans panachage. Il est sans doute là le point de rupture avec l'ancien code électoral, Monsieur El-Chaouch. Qu'est-ce que va apporter cette disposition selon vous? Nous avons estimé, parce que vous savez, nous avons travaillé sur plus de 5 modes de scrutin. On a travaillé sur plus de 5 modes de scrutin qui ont été d'ailleurs proposés à la présidence. Et on a essayé de trouver quel est le moyen, justement de répondre aux inquiétudes des électeurs. C'est-à-dire comment dépasser, parce que jusqu'à présent, le système électoral reposait sur un système de quotas. Et ce quota prenait jusqu'à présent 3 formes. Une première forme, c'est les pratiques politiques. C'est le pouvoir politique qui accordait un certain nombre de quotas à certains partis pour des raisons qui le regardent. Il y avait une deuxième forme de quotas qui émanait des forces de l'argent. Les forces de l'argent, certains permettaient à certains candidats d'occuper les places, les premières places
d'une liste, ce qui fait qu'il pouvait facilement être élu. Cette manière de voir, ça permettait, donc on peut se poser la question, pourquoi les gens payent tant d'argent, d'après ce qu'on a entendu, des milliards, pour avoir un poste au niveau du Parlement. C'est sans doute pour constituer un intermédiaire entre les forces de l'argent et le pouvoir politique, ça les regarde. Puis on a une troisième forme de quota, oui. Mais c'est un quota qui est légal, c'est-à-dire le quota qui était réservé aux femmes à raison de 30%. Donc quand on voit comment les élections allaient se passer, il y a 3 quotas. Que reste-t-il à l'électeur à choisir? Donc on a institué un système électoral qui finalement excluait l'électeur du choix. Le système électoral finalement reposait sur une logique malsaine, c'est que l'électeur avait le droit de voter, mais n'avait pas le droit de choisir. Oui. Voilà, c'est ça le problème. Donc voter n'était pas choisir. Et à ce moment-là, s'il ne choisit pas, quelle est son attitude par la suite? C'est de se désengager de ce processus électoral et de toute l'activité politique. Vous pensez que le nœud gordien, en fait, de la problématique électorale chez nous était là, que l'électeur n'avait pas ce choix direct? Il n'avait pas de choix. Ben, on était électeur, enfin on est toujours électeur. Mais si on sait que ce n'est pas notre choix qui va, en tant qu'électeur, qui va être pris en considération, il est tout à fait normal que les gens se désengagent. Alors quel effet immédiat peut avoir cette disposition sur les prochaines échéances électorales? On sait que nous allons vers des élections anticipées. Est-ce qu'elle peut contribuer à redistribuer les cartes dans le jeu électoral à venir? Certains rejettent ces conditions de participation aux élections législatives et locales. Ils ne sont pas nombreux, hein. Conditions de seuil. Ils ne sont pas nombreux. Alors, vous allez nous le dire. Conditions de seuil des suffrages imposés aux partis de 4%. Et d'autres affirment que cela ne fera que remettre à l'hémicycle, pour la PN en tout cas, les mêmes acteurs politiques actuellement en poste. Pourquoi il y a de fortes chances pour que l'électeur revienne au processus électoral? Parce que c'est un système de liste qui est ouvert. Ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire à l'intérieur de la même liste, il peut opérer un choix. Il peut opérer un choix. Quand il s'agit d'une liste qui est composée par exemple de 33 candidats, par exemple 33 sièges, comme par exemple Alger, il a une variété de choix. Il a une variété de choix. Et le choix n'est pas préétabli en fait. Il n'est pas préétabli. Et il est préétabli quand il y a deux systèmes de quotas et quand il est fermé. Maintenant, si on effectue cette ouverture, je pense qu'il sera satisfait parce que... Alors, ça c'est pour les lecteurs, mais moi je vous parlais du paysage politique, notamment dans les assemblées élues. Est-ce que cette disposition, quel effet cette disposition aura sur notamment le Parlement, puisque ce sont les élections qui nous intéressent déjà, ce sont les prochaines élections qui vont intéresser les lecteurs. Pardonnez-moi, parce que certains disent justement que ce mode de scrutin choisi par votre commission, à la proportionnelle... à la proportionnelle presque intégrale, conduira à l'élection d'assemblées élues parcellaires dont le fonctionnement sera tributaire de coalitions négociées et éphémères. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire qu'on n'aura pas un Parlement fort? Non. C'est le système de scrutin qui est actuellement mis en place qui a conduit à une représentation parcellaire, morcelée, effritée. Je vous donne les chiffres du Parlement, de l'Assemblée nationale telle qu'elle est composée actuellement. Vous savez qu'elle est composée de 61 partis. Est-ce que c'est normal? Et il y a 39 partis qui disposent d'un seul siège. Est-ce que une telle assemblée peut être forte? Parce que pour qu'une assemblée soit forte, il faut qu'il y ait une majorité forte. Oui. Et il faut qu'il y ait une opposition forte, même si elle ne dispose pas de la majorité. Parce que quand elle est émiettée de cette manière-là, l'opposition ne peut pas jouer son rôle. Donc ce mode de scrutin va rétablir... Elle ne peut même pas saisir le Conseil ou la Cour constitutionnelle pour contester la constitutionnalité d'un texte. Oui. Donc ce qu'il faut, justement, il faut réagir. Mais ce n'est pas uniquement le mode de scrutin qui agit sur ce plan-là. Ce sont les conditions. Les conditions pour
se porter candidat. Et ce sont ces conditions-là qui sont actuellement contestées par beaucoup de partis. Ce sont ces conditions. 4%. Est-ce que vous pourriez revoir justement ces dispositions, puisque vous dites qu'une majorité de partis politiques les contestent? Non, non. Les conditions, on parle des conditions. Vous savez, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe. Ce qu'on a constaté, même dans les débats, c'est que tout le monde veut qu'il y ait du nouveau, du renouveau. Tout le monde. Oui. On est d'accord. Dans notre société, tout le monde est d'accord. Mais quand il s'agit de changer... il y a des résistances. Il y a des résistances. Il y a une certaine forme de conservatisme. C'est-à-dire on veut changer, mais sans changer. C'est-à-dire on veut conserver l'ancien système, on veut supprimer les conditions, etc. Donc il y a un paradoxe. Au parti de proposer et à qui de droit, justement, de trancher ces questions. Mais vous ne répondez pas à ma question, M. El Chaouch, sur, par exemple, les conditions d'accès aux élections pour les partis politiques. Est-ce que vous pourriez revoir, par exemple, cette disposition, puisqu'elle a été critiquée par les partis politiques? Non, vous me posez la question comme si la Commission était le législateur. Mais est-ce que vous allez... Oui, mais nous les examinons avec beaucoup d'attention. Nous, on veut savoir ce que vous faites actuellement. Vous êtes en train d'examiner les propositions des partis politiques. Nous sommes en train de les enregistrer. Oui. Si je prends l'exemple de 4%, tout le monde le sait, alors que ce n'est pas franchement une grande question. Oui. 4%, d'abord, ce n'est pas la Commission qui l'a instauré. C'est un pourcentage qui a toujours existé. Oui. C'est pas à nous. Donc on l'a laissé pour le laisser au débat. Et puis, il n'y a pas que 4%. Si un parti ne remplit pas cette condition, il y a une deuxième condition, c'est la signature. Donc ce qui est proposé même dans les débats, qu'est-ce qui est proposé? La plupart proposent qu'il faut revoir à la baisse le nombre de signatures. Oui. Il faut assouplir un petit peu les conditions. C'est pas une condition insurmontable. Ça peut être réexaminé, pourquoi pas. Mais c'est l'objet de ma question. Parce que les tendances, c'est... certains disent, bon, on accepte tout. D'autres disent, il faut différer pour qu'on parte sur un même pied d'égalité. Il faut différer. On ne l'applique pas durant la prochaine élection. D'autres, ils pensent qu'il faut les supprimer. Là, supprimer, c'est quand même... Alors certains partis politiques ou des observateurs aussi de la politique disent que voilà, aujourd'hui ce code électoral va plutôt avantager les candidats libres plus que les partis politiques, surtout les partis traditionnels, on va dire. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je ne pense pas. Bon, tout d'abord, il faut résoudre une question de principe. Est-ce que la représentation du peuple est le monopole des partis politiques? Il faut résoudre ces questions. Si on revoit la Constitution, non. Les partis politiques ont leur droit de présenter leurs candidats et ceux qui ne sont pas au sein des partis ont également. On ne peut pas les priver du droit de présenter des candidats. Donc vous pensez que les partis politiques sont en train de tirer un petit peu la couverture sur eux? C'est ce que vous voulez dire? Ils veulent maintenir cet avantage de présence là où ça les gêne, je pense, là où ça les gêne, c'est pas le fait qu'il y ait des listes indépendantes, parce que ça a toujours existé. Oui. C'est le fait que la liste qu'ils vont composer doit respecter un certain nombre de conditions. Oui. C'est-à-dire la parité, c'est-à-dire le pourcentage de jeunes, le pourcentage de diplômés, etc. Ça leur pose un problème. On va en parler justement de ces conditions. Voilà. Mais avant, j'aimerais qu'on revienne sur la limitation des mandats, qui est aussi une disposition qui a été critiquée. Qu'est-ce que vous en pensez et si finalement c'est le choix de l'électeur de reproposer, on sait que dans certaines régions où il y a peut-être de gens qui sont capables d'aller représenter leur localité ou ça pourrait être le choix de la commune de présenter le même candidat alors qu'on dit non, niet. Il y aura 2 mandats et pas plus. Est-ce que vous avez pensé à cette réalité des choses? On a beaucoup pensé, ouais. mais on l'a pensé au moment où on préparait la Constitution. Si on a comme objectif de renouveler le personnel politique. Si on a comme objectif
que le droit de se porter candidat doit appartenir à tous les citoyens. Donc ceux qui ont fait 2 mandats, on a estimé que c'était suffisant. Donc le principe de l'alternance au pouvoir. Et c'est le principe de l'alternance. Sinon, comment on va réaliser ce principe d'alternance? Comment on va réaliser ce droit pour tout citoyen de se porter candidat? Si certains ont fait plus de 4 mandats, 5 mandats. Donc nous avons estimé que c'était, et je pense qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont très satisfaits de ce... Est-ce que vous avez tenu compte justement de certaines localités où il y a peu de personnes qui pourraient se présenter à des législatures ou des élections qui est très peu. locales? Je doute fort, parce qu'on n'exige pas la compétence pour être membre, pour être député. Non, il n'y a pas une exigence de compétence, c'est l'Assemblée populaire nationale, mais ce n'est pas l'Assemblée populiste. Donc il y a une différence entre le populisme et le populaire. Le populaire, ça veut dire qu'il peut y avoir la femme, l'homme, le fermier, toutes les professions peuvent être représentées. Là, je ne pense pas qu'on ne puisse pas. Le problème se pose pour la femme. Certains disent justement, que si on fait la parité, il risque d'y avoir un problème. Oui. Alors, qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est l'article 174, la liste présentée sous peine d'être rejetée, carrément, doit tenir compte de la parité des femmes-hommes et réserver au moins un tiers des candidatures aux candidats âgés de moins de 35 ans et qu'au moins le tiers des candidats de la liste est un niveau universitaire. C'est l'introduction à la fois de la femme en force dans les listes des candidats, des jeunes et des diplômés. Donc ça nous fait 3 données. Alors pour la femme, on revient à la réalité du terrain, Monsieur Ilyes Chaouch, dans certaines aussi contrées, on va dire réservées et surtout où la femme peut-être n'a pas la liberté tout à fait de se présenter, n'a pas la facilité de se présenter, on va dire. Oui, là aussi, il faut faire des propositions. Il faut faire des propositions. Donc vous pourriez revoir cette disposition de la parité. On est parti de l'idée que tout de même le parti a ses responsabilités. Quand on voit les objectifs du parti dans la loi sur les partis politiques, parmi ces objectifs, j'ai un article 11. Les missions d'un parti, c'est d'œuvrer à la promotion des droits politiques de la femme. Ce droit existe depuis 2012. Est-ce que les partis ont essayé d'agir dans ce sens? Maintenant, si ils estiment franchement que c'est impossible dans toutes les communes, il faut trouver une solution dans toutes les circonscriptions. Il faut trouver une solution intermédiaire. Mais on n'a pas de proposition de solution intermédiaire. C'est ça le problème. Parce qu'on essaie de généraliser à partir de cas précis. Mais en attendant, les listes risquent d'être rejetées. À ce moment, non, mais on n'est pas encore... Donc soit on trouve une solution... Non, les solutions actuellement, pour le projet. Il n'y a qu'à faire des propositions pour dire qu'un certain nombre de... Il faut trouver des paramètres, il faut trouver des critères. Oui, comme ça a été fait pour les communes, pour les élections locales. Et ils n'ont qu'à faire des propositions à ce niveau. Mais on n'a pas trouvé de proposition à ce niveau. Il n'y a pas de proposition. Mais pourquoi imposer ce principe de parité s'il n'est pas tout à fait réalisable dans un pays comme le nôtre, j'ai envie de dire? Et pourquoi ne pas le faire? C'est la question. C'est pas moi qui risquerais de vous dire le contraire. Je sais. Mais non, parce que, écoutez... Mais il y a une réalité, Monsieur Ilyes Chaouch. Oui, mais il y a une réalité là, la aussi. Une deuxième réalité, c'est que dans le système actuel électoral, la femme avait 30%. Oui. Donc, et ce quota de 30% ne pouvait marcher qu'avec un système électoral fermé, liste bloquée. Oui. Et si on supprime la liste bloquée, si on change... D'ailleurs, je peux vous dire que l'Algérie a été coincée par cette disposition. C'est-à-dire? À partir du moment où on a lié le quota, les droits de la femme, pour avoir au moins 30%, à partir du moment où on l'a lié au système de scrutin, ça veut dire qu'on ne pouvait plus changer de mode de scrutin. Parce qu'on ne peut pas le réaliser avec un autre mode de scrutin. L'autre mode de scrutin, c'est l'uninominal ou la liste ouverte ou tout autre. Donc là, on était bloqué. Alors, soit effacé, donc on était un peu coincé. À partir du moment où si on dit, bon, à ce moment-là, on ne pose aucune
aucun avantage pour la femme. Condition, oui. Donc on passe de 30% à 0%. Oui. Ça, c'était quand même c'était problématique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut trouver des solutions intermédiaires. Alors, il y a des partis qui vous disent que ce principe de parité, qui est tout à fait noble dans la politique, pourrait placer des femmes dans certaines, encore une fois, contrées reculées, qui n'ont rien à voir avec la politique et qui ne serviraient pas ni l'image de la femme, ni la politique, en fin de compte. Ben, elle apprendra. Juste pour satisfaire tout simplement à cette condition. Elle apprendra. C'est l'argument également qui est posé pour les jeunes. Alors on va ramener des jeunes qui n'ont aucune expérience. Et j'allais y arriver. Voilà, les jeunes n'ont aucune expérience, les femmes des contrées n'ont aucune expérience, donc il faut faire des propositions tout simplement. Moi je ne suis pas en train de défendre, il faut bien me comprendre, je ne suis pas en train de défendre ce mode ou tel. Je suis en train de l'expliquer. Ce sont les propositions de la Commission. Je suis en train de l'expliquer. Oui. On explique pourquoi on a fait telle chose. Pourquoi on a fait telle chose, pourquoi on n'a pas fait autre chose. Maintenant, quand on explique, chacun est averti et chacun va proposer, va faire ses contre-propositions. Parce que ce qui nous intéresse, ce n'est pas de critiquer quand c'est bon, c'est mauvais. Qu'est-ce que vous avez comme contre-proposition concrète? Ce n'est pas de dire de supprimer. Qu'est-ce que vous avez comme proposition de concret? Et je vais vous dire que des fois, moi j'ai l'impression que ceux qui défendent le statut de la femme à travers... C'est en réalité, ils sont en train de défendre autre chose. C'est en train de rejeter finalement le mode de scrutin. Vous pensez Il est difficile de rejeter le mode de scrutin parce qu'il est populaire. Il sert les intérêts de l'électeur. Bien sûr, il limite la marge de manœuvre des partis politiques, c'est vrai qu'il limite, mais il élargit la possibilité de choix pour l'électeur. Oui. Et à ce moment-là, c'est l'électeur qui devient l'élément fort, en fait. Il retrouve sa place. Oui, tout simplement. C'est pas qu'il devient fort, parce qu'il va toujours choisir à l'intérieur d'une liste et que la liste, elle est formée par le parti politique. Oui. Maintenant, il est très difficile pour les partis justement de dire bon, on contre le choix de l'électeur. Donc, des fois, on avance des arguments de la femme. Et on a remarqué que certains étaient contre le quota de 30% des femmes. Aujourd'hui, ils se trouvent les fervents défenseurs de la femme. Oui. Donc, c'est selon des intérêts, en fait. Non, mais c'est leur droit. C'est leur droit de défendre leurs intérêts. Mais ce qui nous intéresse, c'est de faire des contre-propositions concrètes à ce niveau-là. Alors, les jeunes de moins de 35 ans et des universitaires seront aussi concernés par ce futur code électoral. C'est une ouverture vers l'apprentissage de la pratique électorale, monsieur Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Bien sûr. C'est ce que vous dites. Un jeune universitaire. Il faut commencer quelque part. Un jeune universitaire, ça ne veut pas dire qu'il doit avoir la licence, ou le magistère, ou le doctorat. On a dit qu'il doit avoir un niveau universitaire. Première année, deuxième année d'université. C'est quelqu'un qui a des aptitudes à apprendre rapidement, en raison de sa jeunesse. En raison du fait qu'il a fait des études, ça lui donne des aptitudes à apprendre très vite. Mais quelle garantie vous donnez dans ce code électoral aux jeunes? Quels sont les signaux, j'ai envie de dire, positifs, parce qu'on sait que les jeunes sont les premiers à avoir déserté le processus électoral. Qu'est-ce que vous donnez dans ce code électoral pour leur garantir l'égalité des chances, déjà? Plus que l'égalité des chances. Ouais. À partir du moment où il y a un financement qui est pris en charge. Ce sont des mesures incitatives directes. Voilà, c'est une mesure incitative pour les jeunes, c'est-à-dire parce qu'on sait qu'un jeune, il n'a pas de réseau. Il n'a pas de réseau politique pour pouvoir justement faire campagne pour qu'il soit admis. Donc là, ce qui est proposé, c'est que les dépenses liées à la campagne électorale seront prises en charge complètement par les pouvoirs publics. On a pensé que c'est une forme de discrimination. On a pensé que c'est une forme de discrimination. Envers les partis, même dit, envers les partis, ce que vous voulez dire? Envers les autres jeunes qui pourraient constituer les listes de partisans. Ça a été dit comme ça. Mais ce que veut
justement, ce qu'on cherche, ce sont les listes indépendantes, Oui. parce qu'elles n'ont pas de réseau, parce qu'elles n'ont pas une logistique qui dépend d'un parti qui pourrait justement les entraîner dans ce processus-là. Donc c'est l'État qui va assurer le financement, dans certaines limites bien sûr, mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent dépenser cet argent comme ils le veulent, parce qu'il y a quand même des règles de tenue, de compte bancaire, de compte de comptabilité, etc. Oui, toutes les conditions pour le contrôle du financement. Ils seront soumis à toutes les conditions donc de contrôle. Alors, le candidat doit être de nationalité algérienne, âgé de 23 ans pour l'Assemblée communale, 25 ans pour l'Assemblée de Wilaya, au moins le jour du scrutin, et avoir accompli les obligations du service national ou en être dispensé. Vous réalisez bien que c'est une disposition aussi très difficile à réaliser, à 23 et 25 ans, être dispensé du service national. Parce que, je reviens encore une fois à la réalité du terrain. Hein. Oui. On a parlé des femmes, on parle des jeunes aussi, avec leur lot de difficultés. Le service national, on ne peut pas en être dispensé, il est obligatoire. Comment, enfin, ça ouvre le champ à très très peu de jeunes finalement. Oui, mais un jeune qui ne pense pas à justement effectuer ses obligations vis-à-vis de l'État, et il veut accéder à un poste de responsabilité au niveau de ce même État. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une contradiction? Le service national, c'est une obligation. Et à ce moment-là, sans avoir effectué ses obligations et prétendre à un poste de responsabilité, quand même, on trouve que c'est quand même assez contradictoire. Donc, oui, c'est comme quelqu'un qui ne paye pas ses impôts, il veut être au niveau de l'Assemblée. Ce n'est pas normal. Donc, qu'il soit justement en règle avec l'administration fiscale, qu'il soit en règle avec le service national, et à ce moment-là, il aura ses prétentions. Très bien. Maintenant, si à 23 ans, il ne les a pas accomplis, qu'il les accomplisse, et il pourra. C'est une année. Hein. Nous, on a fait 2 ans. Non, c'est une année, c'est vrai. Après la Nous, révision, on a fait 2 ans. Hein. Non, une année, effectivement. On va s'intéresser à l'autorité nationale indépendante des élections. Son rôle est important, ses prérogatives sont disséminées à travers tout le code électoral. Elle assure à la fois la gestion, le contrôle des opérations électorales et référendaires, conformément aux dispositions de la Constitution, avec un organe délibérant qui est le Conseil de l'ANI, et un autre exécutif représenté par le président de l'ANI. Alors, les membres du Conseil ont été réduits de 50 à 20, désignés par le président de la République. Pourquoi vous avez opté pour ce mode de sélection au niveau de la commission de la révision? Alors, je vais vous dire qu'on a eu, au moment où on travaille ici, on a eu un problème assez sérieux. Tout le monde peut pencher sur l'élection de tous les membres. Mais comment les élire? Par qui? Ça a été le grand problème. Et ce qui est proposé, par-ci, par-là, il demande à ce qu'il soit élu. Mais il ne nous aide pas comment? Beaucoup disent élu par la société civile. Oui. Mais on a eu ce problème, nous. Quand on a réfléchi sur ce... Mais c'est qui la société civile? Par qui ils sont élus? La société civile, elle est large. Elle est large. Oui. Mais on a vu que dans des pays africains qui ont connu des soucis d'ordre ou des dysfonctionnements dans les opérations électorales, ont opté pour des commissions électorales indépendantes dont les membres sont d'abord proposés soit par le gouvernement, le Parlement, les partis majoritaires, l'opposition, la société civile, et puis validés par le président de la République. Est-ce que vous n'auriez pas pu choisir, par exemple, ce mode de sélection? Ça dépend de la conception qu'on peut avoir du rôle du président de la République dans la société. C'est-à-dire? Le rôle du président de la République n'est pas l'exécutif, n'est pas un chef d'exécutif. Il est au-dessus des institutions, tel qu'il a été conçu dans la Constitution. Il est également considéré comme étant le garant. Il est considéré comme étant le garant. Et le fait que les membres du Conseil, parce que c'est 20, les membres du Conseil, ce n'est pas eux qui vont exercer les fonctions les plus essentielles en matière électorale. Parce que les fonctions essentielles, le dépouillement,
le rassemblement, comment on dit ça, la consolidation des résultats. Ce n'est pas le Conseil, ce n'est pas le président du Conseil. Ça se fait au niveau des wilayas, des comités de wilaya. C'est à ce niveau-là que le travail se fait. Mais c'est une autorité qui est organisée de manière un petit peu pyramidale. Le président qui est à la tête de l'organe exécutif de l'ANI a énormément de prérogatives, on le sait. Même au moment des délibérations, sa voix compte plus que s'il y a par exemple... Au niveau du Conseil. Au niveau du Conseil. Oui, mais ce n'est pas le Conseil qui fait les élections. Ce n'est pas le Conseil qui travaille. Il organise. Il prend des mesures d'organisation. Mais le problème, il se pose à quel niveau? C'est au niveau local, au niveau communal, au niveau de wilaya. Ce sont ces comités, ces démembrements, ce qu'on appelle les démembrements de l'ANI, ce sont ces démembrements qui effectuent le travail concret concernant les élections. Alors si les membres, si la composition du Conseil est, disons, facultative, pourquoi c'est le président de la République? Non, je n'ai pas dit facultative. Ça, c'est mon interprétation. Non. Si elle est secondaire, pardonnez-moi. Si la composition du Conseil, je vais poser ma question et vous aurez la latitude de répondre. Si la composition du Conseil de l'ANI est, disons, secondaire par rapport au travail qui est fait... Je n'ai pas dit secondaire. C'est moi qui le dis. Oui, par rapport au travail qui est fait sur le plan local. Pourquoi c'est le président directement? C'est le président de la République. D'autant qu'aujourd'hui, nous sommes dans une logique de démocratie participative. Vous dites, depuis qu'on a entamé ce débat, que les partis politiques doivent donner leurs propositions. Oui. Vous voulez qu'on soit dans une logique de concertation. Oui. Pourquoi ce ne serait pas le cas pour la désignation des membres de l'ANI? Qu'ils se mettent d'accord sur ça, ils le déposent. C'est vrai que c'est compliqué. C'est vrai que ce n'est pas évident de mettre tout le monde d'accord. Mais je vous assure qu'on a passé plusieurs séances pour travailler sur ce point-là et qu'on n'a pas trouvé la solution idoine. On n'a pas trouvé de solution. D'ailleurs, même les propositions, je vais un peu débattre, on n'a pas eu de proposition concrète à ce niveau-là. Par rapport à la désignation des membres de l'ANI, du Conseil. Il y a le principe qu'ils soient élus. C'est un principe qui est partagé. Mais comment? On n'a pas de proposition concrète à ce niveau-là. Alors, j'espère qu'on l'aura par la suite. Mais c'est un choix qui a été fait, qui mérite d'être discuté. Qui mérite d'être débattu, et c'est justement qu'il y ait des propositions à ce niveau-là. Qu'il y ait des propositions à ce niveau. Alors, des personnalités indépendantes, encore une fois, qui composent le Conseil de l'ANI. Là aussi, il y a deux écoles par rapport à ce qui se fait notamment dans les pays africains. On parle des profils de ces personnalités. Faut-il désigner des membres non engagés politiquement ou au contraire intégrer des personnes définies par leur appartenance politique? Les deux thèses se tiennent. Alors, vous allez nous dire quel sera le profil de ces personnalités. Les États sont partagés sur ce plan-là. Et on a opté pour le fait que les partis politiques n'intègrent pas cette instance. Les partis politiques, notamment les partis politiques qui sont dans le processus électoral, qui n'intègrent pas, on préfère qu'ils soient l'œil vigilant à l'extérieur de cette institution. Qu'il contrôle l'institution, mais qu'il ne soit pas à l'intérieur de cette institution. Elle a suffisamment de compétences pour faire son travail là. Maintenant, les partis politiques, parce qu'un parti politique qui a des candidatures et qui est à l'intérieur, il va surtout défendre les intérêts, il va s'occuper beaucoup plus... C'est le risque, effectivement, mais on considère que les acteurs des joutes électorales soient représentés dans les commissions électorales, dans l'autorité pour nous, l'autorité nationale indépendante des élections. C'est plutôt un choix logique, en tout cas, ils seraient mieux placés que ceux qui pratiquent l'élection pour organiser le déroulement et promouvoir la transparence, au risque d'y mêler justement le parti pris. Non, ce n'est pas... Parce que notre avis, c'est qu'il est beaucoup plus efficace quand il est à l'extérieur de l'ANI et il surveille l'ANI. Parce que l'ANI, c'est un organe donc, de gestion et en même temps un organe de contrôle. Mais il faut également qu'il y ait un contrôle qui s'effectue et par qui il va être effectué ce contrôle sur les activités de l'ANI. Ce n'est pas les partis politiques, c'est par les candidats. Donc, nous avons estimé, peut-être à tort, je ne sais pas, mais en tout cas, ça repose sur une réflexion qui a été effectuée. Alors, on va s'intéresser au financement pour terminer, puisque vous avez parlé en début d'émission justement
des dérives qu'il y a eu justement à ce niveau-là. On retrouve à la fois des mesures incitatives, notamment en direction des jeunes pour les encourager à participer à la vie politique, mais aussi un contrôle relativement rigoureux et le souci de traçabilité des finances pour ne pas retomber dans les travers du passé. Est-ce que vous pensez, puisque finalement le mode de scrutin qui change, il va assurer une forme de probité aussi. La liste ouverte va annuler ce marchandage, devrait en tout cas le faire. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Oui. Alors vous avez opté pour un contrôle assez rigoureux sur le financement, les sources de financement notamment. Oui. Parce qu'il ne faut pas que les forces de l'argent s'accaparent l'élection. Les forces de l'argent, actuellement, vous savez qu'on a un privé qui est très développé. Et on a constaté que ces grandes entreprises ont tendance justement à noyauter les institutions. Et à ce moment-là, il faut trouver des... Ce n'est pas une spécificité de l'Algérie, attention. On a vu pratiquement la plupart des pays, justement, se méfient de l'argent quand il intègre le processus électoral. Ça, c'est pratiquement tous les pays. On a essayé de voir dans beaucoup de pays africains qui ont développé justement des mécanismes beaucoup plus rigoureux que les nôtres. Donc ce qu'on a développé ici... Est-ce qu'on aurait pu faire plus, justement? Oui. Exactement. Notamment quoi? Puisque vous avez assez quand même barré la route. Ah non, on n'a pas barré. D'abord, ce qu'on a introduit comme mécanisme de contrôle des finances, on ne l'a pas appliqué aux élections locales. D'abord là, les élections locales ne sont pas concernées. Pour quelle raison? Non, parce qu'on essaie d'abord de voir quelle est l'efficacité de ces mesures pour les prochaines élections. Pour les prochaines élections où les montants sont énormes. Parce qu'une élection au niveau de l'APN, une élection présidentielle, ça suppose des montants très importants, contrairement à une élection communale ou à une élection de wilaya. Donc là, la priorité, c'est de voir à peu près ces mesures, qu'est-ce qu'elles vont donner comme résultat. Donc, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Et même pour les élections législatives, on a dit que ces règles s'imposent quand le candidat souhaite un financement de l'État, quand il souhaite recourir aux dons. Maintenant, s'il s'autofinance, il n'est pas obligé de passer par ce mécanisme très rigoureux. Oui. Pardon. C'est ça, donc il n'est pas très rigoureux par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc on y va pas à pas, c'est ce que vous voulez dire? Exactement. Il pourrait y avoir une autre révision du code électoral pour renforcer un petit peu le contrôle, sachant que l'ANI va jouer le rôle de contrôle dans les finances. Il y aura une commission. Pas directement l'ANI, mais c'est une commission qui contrôle le financement des partis politiques. Mais même cette institution, parce que dans d'autres pays, cette institution, elle est autonome. Elle n'est pas rattachée à une... C'est une institution qui est tout à fait autonome, indépendante. Oui. Et son rôle n'est pas uniquement de contrôler le financement des partis politiques, son rôle s'étend au financement des partis. Ce n'est pas uniquement le financement de la campagne, mais le financement des partis. Alors, là, on n'est pas encore parti jusqu'à... On n'est pas allé jusqu'à ce point-là. Alors pourquoi justement vous n'y êtes pas allé franchement sur le contrôle du financement, puisque on le sait, la dernière législature de l'APN a été entachée par ces scandales d'achat de sièges, etc., de marchandage. Pourquoi on n'a pas fait en sorte qu'il y ait un contrôle rigoureux, mais extrêmement rigoureux, pour vraiment ne plus revivre ce type de scandale? Mais le contrôle, il est rigoureux. Alors, il est rigoureux ou il n'est pas? Vous dites finalement que vous n'y êtes pas allé... J'ai dit qu'on n'a pas... On a essayé de ne pas aller trop loin. Mais ce qu'on a fait, c'est déjà assez loin. Quand chaque candidat, enfin chaque liste, doit justement avoir un compte bancaire unique, dans lequel sont retracées l'ensemble des dépenses et des recettes liées à la campagne. On s'étonne que ce soit quelque chose qui soit nouveau chez nous, puisque c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Et que ce compte-là doit être géré par un trésorier. Oui. C'est-à-dire que ce ne sont pas les candidats qui le gèrent. Et il est responsable. Donc là, et que par la suite, et on avait dit que les donateurs
la liste des donateurs doit être présentée à l'ANI, à l'organe de contrôle. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de donateurs anonymes. C'est pour avoir la traçabilité. Et que chaque don... Et si un donateur remettait de l'argent cash, on va dire, à un candidat ou un parti politique, c'est difficilement, c'est très difficile d'établir la traçabilité de cet argent. C'est comme en matière d'impôts. Vous savez, si on ne peut pas contrôler la source, on peut contrôler la dépense. Si on voit qu'il a dépensé plus que ses ressources, ça veut dire qu'il y a un écart, ça veut dire qu'il a obtenu une ressource supérieure à qui ce est qu'il déclare. occulte. Et à ce moment-là, parce que attention, il y a des poursuites pénales à ce niveau-là. Donc tout financement qui n'est pas... c'est la justice qui va s'en mêler directement. Exactement. La sanction, c'est une année à 5 ans d'emprisonnement. Alors moi j'aimerais qu'on termine juste sur une question qui me paraît pertinente, parce qu'on a vu que lors de la dernière élection présidentielle américaine, alors vous allez me dire, c'est les Américains, c'est un autre système, mais tout de même, c'est la première démocratie au monde et on ne peut que s'en inspirer. La dernière élection présidentielle qui a opposé Trump à Biden a drainé près de 11 milliards de dollars. C'est un chiffre ahurissant presque, tant il est. Et c'est un record. Donc, aux États-Unis, il n'y a pas ce problème de l'argent dans la politique. Est-ce que nous ne sommes pas en train de diaboliser la présence de l'argent? Et finalement, ce n'est pas le problème. Non, c'est ce qu'on en fait. Non, c'est le problème, je regrette. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les dernières élections? C'est que les gens achetaient leur... Mais comment aux États-Unis ces choses-là sont... Non. Les États-Unis, c'est un autre esprit. Un autre état d'esprit, c'est une société qui n'est pas formalisée. Contrairement aux pays européens, contrairement aux pays maghrébins, etc. On a vu les dangers. On a vu les dangers donc, de l'apport des finances en matière électorale. Donc il faut s'en méfier. C'est la corruption. Parce que l'argent, c'est la corruption. C'est corrompre les lecteurs, c'est corrompre les services, etc. Donc là, c'est une démocratie qui est naissante. On n'est pas les États-Unis. Les États-Unis ont une tradition démocratique de 2-3 siècles. On n'est pas dans le même niveau que les autres. Je me rappelle, si vous voulez qu'on compare aux États-Unis, le président, j'ai oublié son nom, pour collecter l'argent, il allait avec sa femme Clinton. Et pour récolter l'argent, toute personne qui faisait un baiser à Madame Clinton devait poser une certaine somme. Voilà, on n'est pas encore dans cette situation. C'est une société de liberté, c'est une société qui est très avancée en matière démocratique, c'est une société qui est très décentralisée. Et sur le principe de la corruption et de la fraude tous les pays électorale, européens optent pour le même... Mais cet argent n'a pas d'incidence sur la fraude électorale. Il n'y a pas de fraude. C'est un système qui fonctionne. C'est ce système électoral, hein, j'entends. Non, on n'est pas dans le même état d'esprit. Est-ce qu'on ne pourrait pas barrer la route finalement à ces dérives avec des lois claires et non, les lois claires, puissantes. c'est contrôler le financement. Contrôler le financement. C'est ça, on a vu. Je vous donne un exemple. Pendant les élections où le FIS a remporté les élections législatives, vous savez que tous les partis demandaient à l'État de les financer. Seul un parti n'a pas demandé. Et il a dit clairement, je n'en veux pas de financement de l'État. Pourquoi? D'où est-ce qu'il ramenait de l'argent? Donc là, on a fait des limites. On a fait des limites, on ne peut pas recevoir de l'argent de l'étranger, on ne peut pas recevoir d'un État étranger, on ne peut pas recevoir de l'argent des entreprises publiques, ni des personnes morales, etc. Donc il ne faut pas que ce soit le pouvoir de l'argent qui obtient les élections. Et qui dévoie surtout Trump, qu'est-ce qu'il était? C'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Si vous voulez que les hommes d'affaires, les élections échouent entre uniquement les hommes d'affaires, c'est autre chose. Et ça se discute. Tout est discutable. Tout est discutable. Monsieur Bachiri El-Chaouich, je rappelle que vous êtes professeur en droit constitutionnel à l'université d'Oran et vous faites partie de la commission nationale chargée de l'élaboration du projet de révision de la loi organique portant régime électoral. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci à vous également de nous avoir prêté attention. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous de vision. Très bonne suite des programmes. Bonsoir.